Aujourd'hui, on va s'attaquer à une énigme, une vraie. Comment ça se fait qu'une région entière, la Kabylie, soit restée comme imperméable à l'islamisme politique? Un courant qui a pourtant tout emporté sur son passage, en Algérie et ailleurs. C'est une question politique, culturelle, c'est vraiment fascinant. Alors on va plonger ensemble dans cette histoire pour essayer de comprendre. Tout commence avec un chiffre qui claque, 94%. En 1991, il y a des élections en Algérie. Le parti islamiste, le FIS, fait un raz-de-marée. Il gagne presque partout. Presque, car en Kabylie, c'est l'inverse. Le parti est rejeté par 94% des votants. C'est pas juste une petite différence, c'est un véritable mur. Et ce chiffre, 94%, évidemment, il nous amène à la question centrale. Comment? Comment la Kabylie a-t-elle pu construire une telle forteresse? Ce n'est pas un accident de l'histoire, bien sûr. C'est le résultat d'une culture, d'une société bien particulière. On va explorer ensemble ce qui fait, au fond, les trois grands piliers de cette exception. Allez, on commence notre enquête. Et le premier indice, il ne se trouve pas dans les livres de politique. Non, il est bien plus profondément ancré, au cœur de la vie de tous les jours, dans le village kabyle traditionnel. Et au cœur de ce village, il y a ça, la Tadjamad. Alors la Tadjamad, c'est beaucoup plus qu'un conseil municipal. C'est une sorte de démocratie ancestrale, un forum où on gère les affaires de la communauté par le débat, par le consensus. Et le point absolument crucial, c'est que la religion reste à la porte de la Tadjamad. Les affaires de la cité sont une chose, la foi en est une autre. De fait, on a une séparation du politique et du religieux à la base même de la société. Et quand on met les choses côte à côte comme ça, l'opposition mais elle est totale. D'un côté, la délibération, le débat collectif de la Tajmat, de l'autre, l'obéissance à une autorité absolue. D'un côté, l'hospitalité sacrée, la Naya, qui protège n'importe qui, même son ennemi. De l'autre, le takfir, qui permet d'excommunier celui qui pense différemment. Ce sont deux mondes qui ne peuvent tout simplement pas coexister. Et cette culture du pluralisme, elle est tellement forte qu'on la retrouve dans le serment le plus sacré en Kabylie, Jama Liman. Ça veut dire « au nom de toutes les croyances ». Ce n'est pas une simple formule de politesse, c'est une reconnaissance fondamentale de la liberté de conscience. C'est en quelque sorte une laïcité qui ne dit pas son nom, vécue au quotidien depuis des siècles. Passons maintenant à notre deuxième pilier. Si le village a donné le cadre social, c'est l'identité amazigh, l'identité berbère, qui va servir de véritable bouclier idéologique. Après l'indépendance, le nouvel État algérien veut forger une nation unie autour d'une seule idée, l'identité arabo-islamique. Mais en Kabylie, cette politique est vécue comme une agression, un rouleau compresseur identitaire venu pour écraser la langue et la culture amazigh. Et forcément, l'islamisme politique a été perçu comme le bras armé de ce rouleau compresseur. Et cette résistance, attention, elle ne date pas d'hier. C'est une longue, très longue histoire de lutte. Ça commence dès 1949 avec la crise berbériste. Ça continue en 1963 avec le FFS qui se bat pour une Algérie plurielle. Et bien sûr, le grand tournant, c'est le printemps berbère de 1980. Une véritable explosion populaire qui a soudé pour de bon la lutte pour l'identité et la lutte pour la démocratie. L'opposition à l'islamisme, elle s'inscrit dans cette continuité. Et au cœur de ce combat, il y a la langue, le tamazite. Il ne s'agissait pas seulement de folklore. La langue est devenue une arme, une véritable forteresse. En préservant son espace linguistique, la Kabylie a rendu le discours islamiste, qui était majoritairement en arabe classique, quasi inaudible, perçu comme quelque chose d'étranger, d'imposé. Ce qui nous amène tout naturellement à notre troisième et dernier indice. Un indice qu'on n'attend pas forcément, et pourtant, c'est la musique. Comment une simple chanson peut-elle devenir une arme de résistance? Pour le comprendre, il faut savoir que dans une culture de tradition orale, comme la culture kabyle, la chanson, ce n'est pas juste pour se divertir. Pas du tout. La chanson, c'est le journal télévisé, c'est le forum politique, c'est le tract militant. Pendant les années les plus dures, quand la parole était confisquée par toyeurs, c'est la chanson qui est devenue le dernier espace de liberté. Et si on devait ne retenir qu'un seul nom, ce serait le sien, Lounez Matoub, surnommé le rebelle. Lui, sa musique, c'était une arme à tir direct, sans concession, sans filtre, contre le pouvoir en place et contre l'islamisme. C'était un combat frontal qu'il a d'ailleurs payé de sa vie, devenant un véritable symbole de la lutte pour la laïcité. Mais à côté du combat de Matoub, il y avait une autre voix, tout aussi importante, celle d'Idir. Son approche était différente, plus en douceur, plus universelle. Avec une chanson comme Avavainouva, il a fait connaître la culture berbère au monde entier. Il a montré que cette identité n'était pas un repli sur soi, mais au contraire une richesse à partager. Alors, récapitulons. On a nos trois indices. Une organisation sociale, qui sépare le religieux du politique,
une identité très forte qui refuse l'uniformité, et une culture de la résistance, notamment par la chanson. Maintenant, comment tout ça s'emboîte pour créer cette fameuse exception kabyle? Eh bien, le point clé, c'est que ces trois éléments ne sont pas juste additionnés. Ils se soutiennent mutuellement. C'est comme un trépied. La structure laïque du village, l'identité amazigh comme projet, et cette longue tradition de lutte. Chaque pied rend les deux autres plus solides. C'est un système incroyablement stable. Et ensemble, ces trois piliers ont créé quoi? Au fond, un véritable système immunitaire socioculturel. Du coup, l'islamisme politique n'a pas été vu comme une option parmi d'autres, il a été perçu comme un virus, un corps étranger, une idéologie qui menaçait l'ADN même de la société kabyle. Et la réaction de rejet a été quasi organique. Au final, cette histoire de la Kabylie, c'est bien plus qu'une simple curiosité régionale. Elle nous force à réfléchir sur ce qu'est la laïcité, sur les liens entre une culture et la démocratie. La question qui reste posée, c'est est-ce que cette expérience, qui a été forgée dans la douleur et dans la lutte, peut nous inspirer ailleurs, d'autres manières de vivre ensemble, dans le respect de nos différences? La question, en tout cas, mérite d'être posée.